Dans cet exercice, le 720, donc c'est un CCP de 2018, on s'intéresse à d'abord à un processus de Markov avec une matrice A qui va être donnée, puis à un certain nombre de propriétés des matrices stochastiques, donc dans la question 4. C'est un exercice où il y a pas mal de questions assez classiques qu'on peut retrouver, donc ça peut être utile de le travailler comme il faut. Donc d'abord, on vous donne cette matrice A, on vous demande de montrer que A est diagonalisable. Donc bien sûr, ici on reconnaît une matrice symétrique réelle, donc elle est diagonalisable, pas de problème. Ensuite, on va prendre une suite xn de variables aléatoires, telle que pour tout n dans n, xn d'oméga c'est 1 de 3. Et on vous dit que la loi conditionnelle de xn plus 1 sachant xn est une loi uniforme. Donc ce qui est important pour bien reconnaître là-dedans un processus de Markov, c'est que finalement, à chaque fois qu'on passe du xn à xn plus 1, c'est suivant les mêmes conditions, donc les conditions qui ne dépendent pas de n. Donc là, les conditions, on vous dit que c'est la loi conditionnelle est une loi uniforme. Donc vous voyez ici, ça ne dépend pas de n, ce passage-là de xn à xn plus 1. Donc on est tout à fait dans le cadre d'un processus de Markov. Et là, donc l'énoncé ne détaille pas trop parce que c'est quand même quelque chose de classique. Donc il vous demande de montrer ce résultat-là. Donc pour démontrer ce résultat-là, on va le faire en plusieurs temps. D'abord, on va appliquer la formule des probabilités totales pour exprimer P de xn plus 1 égale k en fonction de P de xn égale 1, 2 et 3. Donc pour ça, on va fixer un k dans 1, 2, 3, et on va appliquer la formule des probabilités totales, avec comme système complet d'événements toutes les valeurs possibles pour xn. Donc vous voyez ici, il y avait 3 valeurs pour xn, donc on les a prises. Vous remarquerez qu'ici, on les a énumérées plutôt que de prendre un ensemble indexé, parce qu'il n'y avait que 3 valeurs, donc c'était pas utile de prendre un indice. Et donc on écrit notre FPT, et on nous a dit que sachant xn égale k, c'était une uniforme. Donc cette probabilité-là vaut un tiers, celle-ci vaut un tiers, et celle-ci vaut aussi un tiers. Donc on se trouve finalement avec un tiers de P de xn égale 1 plus P de xn égale 2 plus P de xn égale 3 qui est ici. Donc ça c'est valable pour tout cas. Et donc quand on calcule A fois xn égale 1, enfin P de xn égale 1, P de xn égale 2, P de xn égale 3, on obtient cette matrice-là. Et on reconnaît ici P de xn plus 1 égale 1, là P de xn plus 1 égale 2, et pour le troisième, P de xn plus 1 égale 3. On remarque d'ailleurs ici que en fait, P de xn plus 1 égale 1 égale P de xn plus 1 égale 2 égale P de xn plus 1 égale 3, ce qui rend l'étude via un processus de Markov avec des matrices assez inintéressante, parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à regarder l'écriture de P de xn plus 1 égale k ici. C'est un tiers de ça, et je vous rappelle que cette quantité ici, comme xn égale 1, xn égale 2, xn égale 3 est un système complet d'événements, cet ensemble fait 1. Donc en fait, on obtient directement que P de xn plus 1 égale k égale 1 tiers. Et du coup, la suite de l'exo n'a que peu d'intérêt. Mais bon, on vous a demandé de faire ça, donc on va le faire. Et du coup, maintenant qu'on a obtenu que notre P de xn plus 1 égale 1, P de xn plus 1 égale 2, P de xn plus 1 égale 3, c'est A fois P de xn égale 1, P de xn égale 2, P de xn égale 3, on conclut avec une récurrence immédiate. Ensuite, on vous demande de... on vous dit qu'une matrice M est stochastique si et seulement si ses coefficients sont positifs ou nuls, et M fois 1, 1, 1 égale 1, 1. Alors c'est une définition qui est assez classique des matrices stochastiques. Il faut faire attention qu'elle peut être légèrement différente. Là par exemple, on va parler de matrices stochastiques en ligne. Il existe aussi des matrices stochastiques en colonne. Donc la définition, je ne vais pas en parler ici, mais sera un petit peu différente. Et il y a plein de choses classiques sur ces matrices. Par exemple, on peut vous demander de montrer que si A et B sont stochastiques, alors A fois B est encore stochastique. Et donc pour démontrer que A fois B est encore stochastique, on voit que les coefficients de A fois B vont être écrits comme somme et produit de nombres positifs ou nuls. Donc ils vont bien être positifs ou nuls. Et quand on va calculer AB fois le vecteur 1, 1, 1, B fois 1, 1, ça va faire 1, 1, donc il va me rester A fois 1, 1, qui fait lui aussi le vecteur colonne 1, 1. Donc vous remarquerez qu'ici, on a démontré très facilement que si A et B sont stochastiques, alors AB est encore stochastique. Et il y a plein de propriétés assez rapides qu'on peut démontrer sur cette matrice-là. Donc pour montrer que A est stochastique, on va juste vérifier que A est bien un coefficient positif. Alors le 1 tiers, il faut en tenir compte bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Et on doit vérifier que A fois le vecteur 1, 1, ça fait 1, 1, mais pareil, il suffit de poser le calcul, tout va bien. Après déterminer Q appartenant au 3 de R et des diagonales telles que A égale Q d Q-1, je vous rappelle que l'existence de Q appartenant à O3 de R, donc c'est une matrice orthogonale, est assurée par le théorème spectral.
étant donné que A est symétrique réel, on sait qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée, et donc ça nous assure l'existence de cette matrice Q. Donc là, on vous demande de la trouver explicitement. Donc on va bien sûr étudier les valeurs propres, vecteurs propres de A. Et donc là, il y a un T en trop. On a vu ici que la matrice A est de rang 1. Pourquoi? Eh bien parce que toutes ces colonnes sont identiques. Donc comme toutes ces colonnes sont identiques, ça veut dire que le rang est au plus égal à 1. Et en plus, quand on regarde la matrice A toujours, la première colonne est non nulle. Donc le rang de A est supérieur ou égal à 1. Donc ça m'assure que le rang de A est exactement égal à 1. Donc comme le rang de A est égal à 1, le théorème du rang me dit que le noyau de A est de dimension 2. Et donc la valeur propre 0, enfin 0 est valeur propre de A. Et l'espace propre associé, E0, est de dimension exactement 2. Et comme elle est diagonalisable, on pourrait même préciser que 0 est une valeur propre de multiplicité exactement égale à 2. Parce qu'elle est diagonalisable. Sinon, on aurait juste eu la multiplicité au moins égale à 2. Donc, voilà. Donc après, on va chercher bien sûr les vecteurs propres associés. Donc, on se rend compte que la colonne 1 égale la colonne 3. Donc, quand on fait A fois 1, 0, moins 1, ça va me faire en fait C1 moins C3, donc ça va me faire 0. Donc 1, 0, moins 1, c'est un élément du noyau de A. 0, 1, moins 1, c'est aussi un élément du noyau de A, parce que quand on a C2 égale C3, donc pareil, quand on va faire le produit A fois cette matrice colonne-là, ça va faire 0. Ces deux vecteurs-là sont libres. Du coup, ils forment une famille libre de deux éléments de E0 de A, qui est un espace vectoriel de dimension 2. Donc c'est une base de E0 de A, et donc E0 de A, c'est vect de cette famille-là. Après, pour l'autre valeur propre à trouver, on sait que comme A est diagonalisable, la trace, c'est la somme des valeurs propres comptées avec multiplicité. Donc on a vu 0 qui est valeur propre double, donc il manque une valeur propre. Et comme la trace est égale à 1, n'oubliez pas le 1 tiers devant quand vous calculez la trace. La trace, c'est en fait 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. La dernière valeur propre est 1. Et on a trouvé un vecteur propre associé, 1, 1, 1, qui est dans E1 de A. Et on obtient comme ça que E1 de A, c'est vec de 1 à 1, parce qu'on a une inclusion, vec de 1 à 1 est inclus dans E1 de A, et l'égalité des dimensions, parce que 1, ça va être une valeur propre simple. En tout, on avait ici, comme elle est diagonalisable, il y a 3 valeurs propres comptées avec multiplicité, 0 était valeur propre double, donc 1 est valeur propre simple. Et donc l'espace propre est de dimension 1. Donc du coup, on voulait une base orthonormée, donc là il y a une faute de frappe. Donc on va construire une base orthonormée de chacun des sous-espaces propres. Donc pour E1 de A, on va normaliser notre vecteur. Et pour E0 de A, on va prendre nos deux vecteurs qu'on a pris tout à l'heure. On va appliquer Gram-Schmidt, donc je n'ai pas détaillé ici, mais en appliquant Gram-Schmidt, on va trouver cette famille-là de former deux vecteurs, qui va être une base orthonormée de E0 de A. Et je vous rappelle que quand on a une matrice symétrique réelle, on a plusieurs propriétés, donc le théorème spectral, etc. Mais on sait notamment que les espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux. Donc quand on va regrouper ces deux familles-là ensemble, on va encore avoir une famille orthogonale. Et comme chacun des vecteurs est normé, en fait, on aura une famille orthonormale qui est composée de trois vecteurs. Donc ça va être une base de M31 de R. Et donc en posant Q égale cette famille-là écrite en colonne, donc vous remarquerez qu'on a mis d'abord l'élément de E1 de A, puis les autres. Et D, donc on met les valeurs propres dans le même ordre sur la diagonale. Q est bien orthogonal par construction, parce que ces vecteurs colonnes forment une base orthonormale de M31 de R. Et on a bien Q-1 à Q égale D, d'après les propriétés des matrices de changement de base. Donc enfin, on vous demande d'en déduire la limite de P de Xn égale K. Donc bien sûr, si la première question, vous avez remarqué que P de Xn égale K, ça valait 1 tiers, quel que soit n appartenant à une étoile, la limite de 1 tiers, ça va faire 1 tiers. Bon, si on ne l'avait pas remarqué, si on continue l'exercice de manière assez naïve, on va calculer que vaut A puissance n. C'est Q d Q-1 puissance n. Donc là, on pourrait faire une récurrence pour prouver ce résultat-là, mais c'est une récurrence qui est extrêmement classique. Et donc, comme d est diagonale, d puissance n, c'est diag de 1 puissance n, 0 puissance n, 0 puissance n. Donc on prend les quotients diagonaux à la puissance n. Et du coup, en fait, il me reste diag de 1, 0, 0. Tiens, on retombe sur d. Donc en fait, on a d puissance n égale d. Et donc là, on tombe en fait sur q d q-1, ça fait a. Donc en fait, a puissance n est égal à a.
Et on a vu que notre P de x égale 1, xn égale 1, xn égale 2, xn égale 3, c'était a puissance n fois P de x0 égale 1, et 1, 2, 3. Donc c'est a fois ça, et donc en fait ça me fait P de x1 égale 1, P de x1 égale 2, P de x1 égale 3. Donc xn a la même loi que x1. Et donc ici, on obtient que P de xn égale k, c'est P de x1 égale k. Et comme P de x1, c'est une loi uniforme, on avait tout calculé tout à l'heure. Donc la limite de P de xn égale k, c'est P de x1 égale k, et c'est un tiers. Donc enfin, on finit l'exercice avec des questions sur des matrices stochastiques quelconques. Donc là, on oublie un petit peu les probabilités. Donc on vous prend une matrice stochastique de M3 de R, on demande de montrer que 1 est valeur propre de M. Donc ça c'est immédiat parce que ce M, on a M fois 1, 1 égale 1, 1, 1. Ce vecteur-là est non nul. Donc 1, 1, 1 est un vecteur propre de M. Et donc comme on a trouvé associé à la valeur propre 1, pardon, et donc 1 est bien valeur propre de M. Ensuite, on suppose M et J strictement positif pour tout I, J dans 1, 3. Et on demande de démontrer que la dimension du noyau de M moins I3 est égale à 1. Donc là, on a déjà que, d'après la première question, vec de 1, 1 est inclus dans ce noyau-là. Donc ce noyau est de dimension au moins égale à 1, donc il faut démontrer qu'il est de dimension au plus égale à 1 pour finir le travail. Donc on va prendre un vecteur quelconque dans le noyau de M moins I3. On a MU égale U. Donc notre vecteur U, on va l'appeler U1, U2, U3 en colonne. Et on va prendre I dans 1, 2, 3 tel que UI c'est le minimum des 3. Donc on a MU égale U. Donc quand on écrit, on a MI1 U1 plus MI2 U2 plus MI3 U3. Donc on lit sur la colonne I égale UI. Et ce UI, comme la matrice stochastique, ça peut se réécrire cette somme-là qui vaut 1 fois UI. Donc on lit sur la ligne I. On remet tout le monde du même côté, et on regroupe tous les termes facteurs de MI1 ensemble, de MI2 ensemble, de MI3 ensemble. Et on obtient ça. Alors quand on regarde là-dedans, ce MI1 est un nombre positif parce que ma matrice est stochastique. Ce U1 moins UI est positif parce que UI c'est le plus petit des trois. Donc vous remarquerez ici on n'a pas de valeur absolue, mais c'est le plus petit tout court. Pareil, ça c'est positif, c'est positif, c'est positif. Tout est positif ici. Donc là, j'ai une somme de 3 termes positifs qui vaut 0. Et du coup, chacun des termes est nul. Et en plus, on a supposé que dans ma matrice M, tous les coefficients sont strictement positifs. Donc j'obtiens que cette quantité-là égale 0. Et le MI1 est non nul. Donc du coup, le U1 moins UI égale 0. Donc on obtient que U1 égale UI. De même, ici, on aura U2 égale UI, U3 égale UI. Donc finalement, les trois coordonnées de U sont identiques. Ce qui m'implique que U appartient à l'espace vectoriel engendré par mon vecteur V, qui est le vecteur 1, 1. Du coup, je viens de démontrer que le noyau de M-3 est inclus dans vec de V. Comme on a dit, on avait l'autre inclusion. Donc on a l'égalité. Et comme V différent de 0, vec de V est de dimension 1, donc la dimension de mon noyau est bien égale à 1. Donc ces dernières questions, c'est des questions qu'on peut tout à fait retrouver à l'écrit. On avait vu en exercice pas mal de questions du même genre sur les localisations de valeurs propres, on utilisait un petit peu le même genre d'argument. Donc vous voyez, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir faire.